Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 17e numéro du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV. Driss n'est pas en plateau avec moi cette semaine exceptionnellement, mais en ligne depuis la Corse. Salut Driss. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Super. Explique-nous un peu ce que tu fais en Corse, je crois que ça concerne directement l'émission. Exactement, on est venu en Corse pour essayer la nouvelle Audi S1 et donc on va vous parler en deuxième partie d'émission. On va vous en parler en deuxième partie d'émission. La Audi S1, la dernière petite bombe de la marque Oseno. Alors n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur le site internet watch.tv. Tous les épisodes du Garage sont également en replay sur iTunes Store, en podcast, c'est gratuit, il suffit de s'abonner. Les applications Windows et Android également, et vous pouvez suivre notre compte Twitter @legaragewatch. Le hashtag a changé, comme on dit quand on donne le code de la porte à ses amis. C'est maintenant hashtag legaragewatch, comme le compte Twitter. Alors en fin d'émission, on va donc se pencher sur cette Audi S1, mais aussi sur le Porsche Macan, le nouveau compact SUV de Porsche. Avant cela, c'est à une autre marque allemande que nous allons nous intéresser. Je parlais de Mercedes, dont l'actualité tient en 4 lettres, C et GLA. Alors pour parler de ces deux nouveautés, j'ai avec moi en plateau le plaisir de recevoir Aymeric Chansac, chef de produit chez Mercedes-Benz France. Bonjour Aymeric. En un mot, la classe C, ça représente quoi pour Mercedes ? C'est un produit important ? C'est un produit important, c'est un produit stratégique qui va représenter en France à peu près 7% des ventes, qui a représenté depuis le début de son lancement il y a plusieurs années 8 500 000 ventes, donc c'est la Mercedes la plus vendue à travers le monde. Et c'est aussi un véhicule stratégique qui va se positionner entre la nouvelle gamme Mercedes et la gamme traditionnelle qui fait un peu le lien entre les deux. Donc stratégique au point de vue de l'image, stratégique au point de vue de la technologie, stratégique au point de vue des ventes. On est vraiment sur un véhicule cœur de gamme important pour la France, mais aussi pour le monde. On va voir tout ça dans les minutes qui suivent. C'est également avec plaisir, alors là on fait un grand écart géographique, que j'accueille Laurent Sanson, éditeur du site Automag Info, en direct depuis Wavrin dans le Nord. Bonjour Laurent, j'ai bien prononcé ? Oui, c'est très bien. Bonjour à tous de Wavrin, donc dans le Nord effectivement, sous la pluie, et c'est le grand écart géographique avec Driss, qui se trouve, lui, quasiment sous le soleil et à la pointe sud de notre hexagone. Il fait beau dans le Nord. Dis-nous rapidement, qu'est-ce que c'est Automag Info ? Alors, Automag Info, c'est un site d'information dédié à l'auto qui existe depuis mars 2009 et que j'anime, j'espère, avec succès. L'angle éditorial est quand même axé autour de la passion, vraiment la passion auto, donc les voitures plaisir, mais on peut aussi bien aller de la Twingo jusqu'à la dernière 458 de chez Ferrari. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, on essaie d'avoir un angle assez généralo-spécialisé, c'est comme ça que je définis le média. Et donc Automag, comme je le disais, existe depuis 5 ans. Donc voilà, c'est une belle aventure qui se poursuit et qui va durer, j'espère, encore très longtemps en tout cas. Alors il faut également savoir que Laurent est un pilote diplômé et que cette compétence est bien utile lorsqu'il s'agit de juger de bolides comme l'Audi S1. Autre confrère au coup de volant aiguisé et qui nous fait l'honneur d'être avec nous en plateau, que certains connaissent déjà, pour tous ceux qui ont regardé notre émission spéciale Genève, Vincent Desmond, journaliste Motor Légende. Bonjour. Bonjour Vincent. Tu rappelles un petit peu ce qu'est Motor Légende ? Motor Legend, pour le coup, ça existe depuis 2000. C'est un très vieux site. Très vieux site, mais on est sur resté jeune quand même. Au moins jeune d'esprit. Nous, on a des goûts de luxe, on s'intéresse plutôt aux voitures haut de gamme et sportives, et aussi aux évolutions technologiques. Notamment, je tiens un petit blog qui parle de ça, tout ce qui est les sportives hybrides, les nouvelles énergies. Voilà. Des voitures haut de gamme, des voitures sportives. C'est à peu près raccord avec le sujet de l'émission. Je crois qu'on est pas mal. Voilà, tu devrais être à l'aise. Écoutez, je vous propose qu'on se retrouve dans une poignée de secondes pour la première partie de l'émission, donc consacrée à l'actualité de Mercedes avec la classe C et le GLA. À tout de suite.
Alors Émeric, la classe C, donc puisqu'on va commencer par ce véhicule, vous nous l'avez dit, c'est un véhicule important, c'est un véhicule également qui fait partie d'une longue tradition des compacts chez Mercedes. On peut la faire remonter à quand? À la Mercedes 190 ou encore avant? À 1982 avec la Type 190, elle portait pas encore à l'époque le nom classe C qui est apparu qu'en 1993, mais on était sur le même segment, donc oui, on peut remonter jusqu'à cette époque-là. Donc la Mercedes 190 qui sort en 1984, 82, voilà, 82. Pardon. Depuis, vous nous le disiez, vous avez vendu 8 millions de compacts, c'est-à-dire de 190 puis classe C. Ouais. Par rapport à ce que vend Mercedes en France, c'est 7%. Dans le monde, la part de ce segment pour Mercedes, c'est la même importance, c'est plus ou c'est... C'est plus important, donc vous le disiez, 8 500 000 Mercedes classés, c'est la Mercedes la plus vendue dans le monde, donc c'est vraiment un segment important pour la marque de façon mondiale. Pourquoi ? Parce que c'est un véhicule qui va se vendre aussi bien en Europe qu'en Asie, qu'aux États-Unis, même en Afrique. C'est un véhicule qui a un succès mondial. Sur des véhicules qui représentent une part des ventes plus importante en France, comme la classe A par exemple, le véhicule va avoir un rayonnement mondial que la classe C. La classe C marche très fort en Europe, mais aussi dans le monde. C'est, qui est le client typique de ce genre de véhicule chez Mercedes ? Est-ce que c'est des gens qui passent, puisqu'aujourd'hui vous avez un véhicule de gamme inférieure, ce qui n'était pas le cas quand la Mercedes 190 est sortie, c'était le véhicule le plus compact de Mercedes. Aujourd'hui vous avez une offre en dessous, vous avez la classe A, on peut même parler, maintenant il y a encore des déclinaisons, on peut également se demander si la classe B n'est pas inférieure, bien que ce ne soit pas le même type de carrosserie. Et aujourd'hui, qui achète une classe C ? C'est des clients que vous prenez à d'autres ? C'est des gens qui viennent de la classe A ? Comment ça... Alors, il y a une part importante, bien sûr, de clients qui renouvellent leur véhicule qui était précédemment une classe C. C'est une part importante de notre clientèle. C'est une clientèle traditionnelle qui connaît le véhicule, qui connaît la marque, qui a confiance dans tous les arguments qu'on peut mettre en avant pour vendre ce produit. Et il y a de plus en plus d'acheteurs qui vont monter en gamme à l'intérieur de la gamme Mercedes en venant d'une classe A ou d'un CLA ou d'une classe B, mais aussi des véhicules qui viennent de marques concurrentes, premium et non premium. L'image de Mercedes est en train de changer. Nous attirons de nouveaux clients qui avant ne s'intéressaient pas forcément à la marque. Notre image change parce que nos produits changent, notre façon de s'adresser à nos clients change et donc on attire de nouveaux clients. Ce que vous êtes en train de me dire, j'essaye de lire entre les lignes, c'est que l'image de Mercedes qui était avant un petit peu celle de véhicule à papa, en tout cas pour les véhicules cœur de gamme, aujourd'hui se rajeunit. C'est exactement ça. J'aime reprendre une phrase de notre président qui dit qu'avant la Mercedes c'était la voiture de papa et que maintenant c'est ma voiture mais c'est celle que mon père veut me prendre le week-end pour aller rouler. C'est exactement ça, c'est qu'on a grâce à des nouveaux produits comme la classe A, comme le CLA, même comme la classe B, touché une clientèle beaucoup plus jeune et cette clientèle beaucoup plus jeune qu'on a touchée il y a des années, aujourd'hui elle veut monter en gamme et elle commence à s'intéresser à la classe C. Alors on voit là derrière vous en illustration ce qu'était la Mercedes 190, donc on va dire la première compacte entre guillemets populaire de Mercedes. La nouvelle classe S, voilà le lapsus forcément, puisque je voulais comparer la classe C à la classe S. La nouvelle classe C est loin de ce véhicule. Elle a beaucoup grandi, cette nouvelle génération de classe C. On n'est pas dans le facelift, on est vraiment dans une nouvelle génération. Elle a pris, j'ai noté, 27 cm, c'est énorme. 27 cm, j'avais 10 cm, je pensais plutôt 10 cm. Alors c'est une erreur de ma part, j'ai une mauvaise recopie. Mais par contre 27 cm ça va être la différence, c'est 20 cm, c'est la différence avec la classe E qui Exactement, reste. Donc voilà. La différence avec la classe E diminue mais reste encore significative. Donc pour revenir entre les deux générations de classe C, donc la 204 et la nouvelle la 205, il y a en effet 10 cm de différence. La voiture grandit, ce qui donne plus d'habitabilité, ce qui donne un volume de coffre supérieur. Et qui donne surtout un véhicule qui se repositionne dans le segment et va aussi creuser l'écart par rapport au CLA et va créer une logique de gamme avec le nouveau CLA, la nouvelle classe C, la nouvelle classe E, et on va toucher différents clients qui ont différentes demandes vis-à-vis de leur véhicule. Alors donc on est sur 4,69 m, on est au-delà de la compacte qui aujourd'hui, on va dire, ce qu'on considère compact, c'est sous 4,50 m, donc on est au-delà aujourd'hui. On la voit à l'image. Et donc, pourquoi tout à l'heure je parlais de classe S ? C'est parce que on a l'impression que c'est une classe S, je vais pas dire à l'échelle 1,5, mais un petit peu modèle réduit. Surtout, alors c'est flagrant de l'arrière, peut-être un petit peu moins de l'avant, mais j'imagine que c'est voulu.
Alors c'est bien sûr voulu, il y a une identité de la marque au niveau du design, il faut qu'une Mercedes puisse être reconnue dans la rue. Donc il y a un design en effet commun avec la classe S, mais il y a quand même des différences, on peut distinguer facilement les deux véhicules. Donc on a fait en fait le meilleur de toute la gamme Mercedes avec la classe C. On a pris le design d'un côté, les technologies de l'autre, l'esprit jeune aussi de la gamme compacte pour faire cette voiture, en faire un résumé parfait de ce qu'est la nouveauté Mercedes aujourd'hui, la nouvelle image qu'a Mercedes, sans bien sûr vouloir concurrencer la classe S qui reste aujourd'hui pour nous la meilleure des Mercedes, mais avoir un véhicule qui reste accessible et donne de l'accessibilité à tout le savoir-faire Mercedes. Alors elle est plus longue, mais c'est une petite prouesse technologique. Elle est plus légère également, une centaine de kilos de moins. Une centaine de kilos de moins grâce à l'aluminium. Aluminium, hein, c'est ça, on arrive à gagner 100 kilos, mais il n'y a pas que l'aluminium, j'imagine, il y a d'autres choses qui entrent. Alors il y a d'autres choses, il y a aussi des aciers de haute technologie qui sont plus résistants, donc on va utiliser moins de matière pour avoir la même résistance aux distorsions dans tout ce qui est châssis et dans tout ce qui est longeron dans le véhicule. Donc au final, on passe sur un véhicule qui gagne 100 kilos. Pourquoi c'est important aujourd'hui de gagner 100 kg? On va avoir un véhicule qui va être plus réactif, plus plaisant à conduire, mais surtout plus respectueux de l'environnement, parce que plus la voiture est légère, moins elle consomme de carburant, moins elle rejette de CO2. Vincent, c'est une tendance, hein, même dans les marques premium, c'est pas par là que c'est arrivé, mais aujourd'hui, c'est par là qu'on constate peut-être les progrès les plus flagrants, cette tendance au gain de poids, mais de façon vraiment sensible. On parle pas de 5-10 kilos, on parle de presque 100 kilos. Ah oui, c'est effectivement fondamental. C'est pas un hasard. Pendant ces dernières années, le poids des voitures a eu tendance à augmenter avec l'enrichissement de l'équipement, avec des cellules de survie de plus en plus rigides pour les crash tests. Et puis maintenant, les ingénieurs commencent à maîtriser mieux les matériaux. On fait des simulations de crash tests en numérique, ce qui permet d'apprendre très vite et de savoir exactement quelle quantité de matériaux il faut mettre à tel endroit pour avoir les faire chercher. Et du coup, mais c'est pas seulement les premiums qui gagnent du poids. On voit une 208 est beaucoup plus légère qu'une 207. C'est pareil même dans les véhicules d'entrée de gamme. La 308, la nouvelle, est plus légère que la précédente. Chez Citroën, C4 Picasso, c'est pareil. Donc c'est une tendance lourde. Pourquoi ? Tout bêtement, pour réduire le poids, c'est le meilleur moyen de réduire les émissions et les consommations. Et aujourd'hui, c'est là que se trouve le débat. Driss, j'espère que tu nous entends toujours en Corse. Tu as pris le volant de cette classe C, je crois, dans la région de Marseille. Tu la qualifierais de légère ? Légère. Oula. Je sais pas mais là, Alors, mais effectivement, Driss, on va essayer de régler le petit problème de son qu'on a avec toi. Laurent, la classe C, tu l'as essayé ou pas ? Je ne me souviens plus. Heureusement, j'ai pas pu participer aux sessions d'essai vu que j'étais engagé sur d'autres essais. Donc j'ai qu'une impression, on va dire stylistique. Néanmoins, je voulais réagir sur la recherche qu'ont tous les constructeurs en ce moment d'efficience et d'utilisation de l'aluminium. Audi l'exploite depuis maintenant une vingtaine d'années et ça a commencé avec l'Audi A8. C'est vrai que ça s'est démocratisé et aujourd'hui ça s'est tellement tombé en gamme. Comme le disait Vincent, Peugeot l'utilise sur sa dernière 308 puisque des éléments sont en aluminium comme le capot moteur. On retrouve également des matériaux composites dans les haillons arrière et je dirais que c'est la voie à suivre aujourd'hui pour avoir un gain de poids qui soit assez important et qui est, je dirais, relativement facile à trouver. Donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, réussir à gagner 100, 120, voire 140 kilos, comme le font certains véhicules, c'est un gain énorme, puisque les voitures avaient effectivement fortement augmenté, que ce soit en taille et en poids. Néanmoins, c'est toujours difficile de gagner des kilos. C'est plus facile d'en trouver, d'en prendre, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est comme dans un régime, hein, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Sinon, voilà, je vais juste m'arrêter à l'impression stylistique. J'aime beaucoup le nouveau design Mercedes qui lui donne une véritable identité. Et pour rebondir sur ce que disait Émeric, je dirais que maintenant, effectivement, on est dans la Mercedes, non plus de papa, mais plutôt du fils à papa. Donc voilà, c'est ce que je trouve sympa. Mais les voitures ont une vraie personnalité, elles ont une vraie gueule. Et ça ressemble à quelque chose, c'est agressif. Voilà, il y a une vraie signature. Donc c'est ce que j'aime dans les nouvelles Mercedes d'aujourd'hui.
Alors, Aymeric, comme on gagne du poids, on n'est plus forcément obligé de mettre des moteurs très imposants. Aujourd'hui, le cœur de gamme, si je ne dis pas de bêtises, c'est un diesel, la version 220 CDI, c'est ça ? Enfin, 220 Bluetech. 220 Bluetech. On est sur un 4 cylindres. Ses caractéristiques principales, rapidement, pour qu'on voit bien un petit peu ce qu'on utilise aujourd'hui comme moteur dans une Mercedes, qui n'est pas une Mercedes d'entrée de gamme. Alors on est sur un 4 cylindres 2 litres qui va faire 170 chevaux, qui va être disponible en boîte automatique et en boîte manuelle. Et on est sur un moteur qui va rejeter à peu près entre 103 et 109 grammes de CO2. Donc on est sur l'offre qui a le rapport puissance CO2 la meilleure du segment. Il y a toute une recherche qui a été faite autour des motorisations diesel, mais aussi essence, pour baisser la consommation et baisser les rejets de CO2. On est à peu près à 12% de perte de consommation et de rejet de CO2 par rapport à la motorisation sur la génération précédente, ce qui est vraiment significatif. Tout en ayant des performances globales qui sont, elles, en hausse. Exactement. Plus de puissance, plus de couple. Oui. Voilà. Donc les émissions de CO2 que vous avez mentionné, pour les matérialiser, c'est à peu près 5 litres au 100 de consommation, en gros, normalisée. Ouais, un petit peu moins, mais on est aux alentours de ça. On connaît les écarts qu'on peut noter entre ce qui est affiché en normalisé, ce qui correspond à des cycles de mesure qui sont les mêmes pour tout le monde, hein, il n'y a pas de tricherie, et la conduite réelle, Vincent, qui n'a rien à voir, hein. C'est juste pour faire une petite précision là-dessus, mais c'est vrai que 5 litres au 100, on peut y arriver. On peut y arriver en faisant ce qu'on appelle un economy run. Oui, je pense qu'on peut atteindre ce genre de chiffre. Maintenant, effectivement, dans la conduite réelle, on a ce problème du cycle d'homologation européen qui est très vieillissant, mais qui heureusement va bientôt changer. En 2017, on aura un nouveau cycle qui, on l'espère, a priori sera beaucoup plus réaliste. Donc les clients auront moins de mauvaises surprises en regardant leur ordinateur de bord à l'avenir. Alors là, donc pour le lancement, il y a combien de moteurs, rappelez-moi ? Alors il y a eu 3 moteurs au lancement, le 220 Bluetech donc diesel, le 180 et le 200 essence, et il y a quelques semaines ont été commercialisés le 250 Bluetech et le 250 essence, qui sont basés sur les mêmes blocs moteurs que lors du lancement, mais qui sont plus puissants, puisque pour le diesel il atteint 204 chevaux et pour l'essence 211 chevaux. Alors il y aura bientôt une offre avec des moteurs diesel plus petits, 1,6 litre, qui viennent de chez Renault. Oui. On peut en parler rapidement ? Tout à fait. Donc il y aura quoi, un moteur, ce sera un 1,6 litre, 2 versions, 110, 136 chevaux, c'est ça ? Oui, on sera sur des appellations Mercedes 180 Bluetech et 200 Bluetech. Donc le but c'est de baisser la puissance et pour aussi avoir des motorisations d'entrée de gamme plus attractives au niveau des tarifs. On sera aussi sur des motorisations qui feront moins de 100 grammes de CO2. Donc c'est une prouesse pour le segment. On va être les premiers sur le segment premium à proposer ces offres-là. Et l'avenir en même temps, ça sera les motorisations hybrides. Et alors, la version hybride, on peut en dire 2 mots. Elle sortira quand ? Je crois qu'on a... Driss a pu l'essayer, si je ne dis pas de bêtises, déjà lors de la présentation. C'est ce dont je voulais vous parler. Effectivement, moi j'ai essayé la C300 Bluetech hybride. Donc il y a une consommation normalisée de 3,6 litres au 100 avec des émissions de 94 grammes par kilo. Effectivement, moi j'ai trouvé ça vachement bien, la version hybride. Comme d'habitude, on n'entend absolument rien quand on est sur le moteur électrique. La voiture a beaucoup de couple, c'est très agréable à conduire. Et silencieux, donc ça fonctionne toujours de la même façon. On a le moteur thermique qui est là, comme on le voit à l'image, lorsqu'on a besoin notamment en côte, lorsqu'on a besoin de puissance, et il y a un système de récupération d'énergie, notamment au freinage. Donc oui, j'ai pu essayer cette version-là. Et puis pour revenir à ce que vous disiez également en début d'émission, hein, sur la ligne de la voiture, c'est vrai que moi j'identifiais la classe C à la voiture de taxi ou à la voiture de papa. Et là, avec la nouvelle version, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus jeune. C'est moins stigmatisant. Il y a vraiment le design a été très réussi. C'est dans la lignée des précédents modèles. Un point dont on n'a pas parlé aussi, donc qui est lié également à la ligne de la voiture, c'est le CX, hein, qui a été réduit à 0,24, qui est le meilleur de la gamme. Donc on a une voiture qui reste quand même, c'est une berline, mais ça reste aussi une petite berline compacte, mais ça reste aussi quand même relativement, je vais dire sportif. Quoique oui, on peut dire sportif, hein, parce que on s'est bien amusé dans les routes du Sud. En plus, le châssis est là, hein, le châssis, le moteur, la voiture permet également de s'amuser.
Alors, on a des petits moteurs diesel, on a des petits moteurs essence. Jusqu'à maintenant, on va dire que dans l'image collective, Mercedes, c'est des gros moteurs. Et là, sur cette classe C, il n'y a pas de 6 cylindres prévus au programme. Alors il n'y a pas de 6 cylindres diesel de prévu, il y aura du 6 cylindres essence, mais en effet le 6 cylindres diesel n'est pas prévu pour l'instant. Il y a une raison à ça ou Il y a deux raisons. La première, c'est que le 6 cylindres essence sera très performant et que une grande part de clientèle qui cherche de l'onctuosité dans la conduite du couple va pouvoir se retrouver dans cette motorisation essence sans pour autant avoir une consommation et des rejets de CO2 importants. On reste dans des motorisations qui progressent énormément par rapport à la génération précédente. Et il y a aussi le fait qu'on a aussi dans notre gamme une classe E qui sera et restera disponible en motorisation 6 cylindres diesel et qui peut être une alternative. Alors on a parlé de la ligne, on a parlé des moteurs, on va parler un petit peu de l'équipement, de l'intérieur, de son niveau de confort. On a aussi coutume de dire que les Mercedes sont chères, mais celle-ci, alors moi ce qui m'a frappé, c'est qu'elle arrive assez bien équipée dès le premier niveau. Il y a quatre niveaux de finition, oui, c'est ça ? Tout à fait. Et alors est-ce qu'on peut faire un petit focus sur le niveau d'équipement de ce premier niveau de finition ? On en parlera avec Driss aussi, parce que je crois que c'est une chose qu'il avait remarqué. Alors en effet, il y a un travail qui est fait sur l'ensemble de la gamme de plus en plus pour équiper de série nos véhicules d'équipements qui jusqu'à présent étaient uniquement disponibles en option aussi bien chez nous que chez les concurrents. Sur la nouvelle classe C, on va avoir de série, par exemple une caméra de recul. On va avoir le touchpad qu'on voit ici à l'écran qui permet, comme un écran tactile de smartphone, de naviguer dans tout le système média de la voiture, aussi bien l'interface média que le système de navigation. On a aussi des systèmes de sécurité qui sont de série. On a le Collision Prevention Assist, donc qui est une alerte anti-collision, qui permet dans un premier temps d'indiquer au conducteur qui ne respecte pas la distance de sécurité, dans un second temps d'indiquer qu'il y a un risque de collision. Bah voilà, on va regarder ce qu'il y a. On a une petite vidéo, on va mettre le son. Et en fait, normalement on va s'approcher. Ouais, alors moi j'ai relâché en fait l'accélérateur et du coup elle est repartie en fait. Enfin c'est un peu l'impression que j'ai eue. Alors à moins que ça soit pas le cas, mais j'avoue que là j'ai pas bien compris ce qui s'est passé en fait. Well, no, you don't use accelerator, please. Just Alors, on va laisser l'image, on va la reprendre dans une dizaine de secondes, mais voilà, là c'est donc l'ami Eric Philippe que nos téléspectateurs connaissent bien, qui est au volant. Driss est derrière en train de filmer. Voilà, on va voir une deuxième partie de la démo où là la voiture va se présenter face à un obstacle. And drive straight forward, like you did it before, was really good. Okay. Don't use accelerator, please. Voilà, on n'accélère pas, on ne touche plus à rien, on garde les mains sur le volant, Drive 40. on garde une vitesse You see what happens. Et là constante. je touche plus rien. On voit l'obstacle, Don't touch anything. il est en panique, mais C'est extrêmement impressionnant. On a vraiment l'impression qu'on va se prendre l'objet qui est devant. Et en fait, au tout dernier moment, c'est vraiment au tout dernier moment, il reste 1 mètre peut-être, et vraiment on s'arrête. Et en plus, on a la ceinture qui vraiment vient nous comprimer la cage thoracique, et c'est très très impressionnant, quoi. voilà. Ça fonctionne très bien. Les clients sont demandeurs de ce genre d'équipement aujourd'hui. Les clients sont de plus en plus demandeurs de sécurité, en effet. On se rend compte de plus en plus qu'on passe d'une clientèle qui cherchait des performances à une clientèle qui cherche de la sécurité. Et nous, aujourd'hui, on est capable de leur offrir les deux, et de série. On voit l'équipement, on voit le petit reportage où ça se passe en 3 temps. On alerte visuellement, on alerte au niveau sonore, et la voiture, si le conducteur ne fait pas, freine. Et ça, c'est 2 séries dans le véhicule. On a aussi l'Attention Assist qui, sur autoroute, va être capable de vous alerter que vous manquez de vigilance, que vous êtes de moins en moins vigilant, et va vous indiquer qu'il faut s'arrêter. Ces équipements sont faits pour répondre à une grande majorité des accidents aujourd'hui qui ont lieu sur nos routes. Le manque d'attention en ville et le non-respect des distances de sécurité, enfin le manque d'attention sur autoroute et le manque de distance de sécurité. Donc on répond à une vraie problématique aujourd'hui, et ça de série, donc c'est vraiment important. Ouais. Alors les gens qui ont essayé l'Odyssée en Corse avec Eric Philippe verront pourquoi
Cette vidéo est un petit peu amusante, c'est un petit peu une private joke. Et il y a d'autres équipements importants et intéressants dans cette classe C. Vous avez une nouvelle suspension pilotée également. Tout à fait, qui s'appelle Airmatic, qui permet de choisir différents modes de suspension. 5 modes, c'est ça ? 5 modes, oui. 5 modes de suspension. Globalement, donc on va de l'ultra confortable au très ferme. Quels sont les paliers ? Alors les paliers, on a l'ultra confortable qui est le système de base qu'on va monter dans la voiture, et ensuite ça va se durcir petit à petit. On a confort, dynamique, sport plus, et un mode personnalisable aussi. Personnalisable, on personnalise la suspension et aussi la boîte de vitesse et la dureté de la direction pour vraiment avoir un ensemble cohérent dans le véhicule, parce que la suspension c'est important, mais aussi quand on veut avoir une voiture dynamique, jouer sur la boîte de vitesse en mode automatique et jouer sur la dureté de la direction, c'est important. Alors, on a donc une voiture qui est plus longue, qui est plus performante. L'espace aux jambes, même à l'arrière, qui était un des défauts des générations précédentes, a été amélioré. D'ailleurs, on s'en rend compte parce que lui, le volume du coffre n'a pas tellement évolué, donc on voit bien où ont été mis ces centimètres supplémentaires. J'ai envie de vous demander, parce que vous êtes un petit peu spécialiste de la question, qu'est-ce qui reste à la classe E, qui est donc le véhicule de la gamme du segment supérieur chez Mercedes, et qu'est-ce qu'elle promet, c'est la future classe E par rapport à une classe C qui lui prend beaucoup. Elle lui prend beaucoup, oui, mais il lui reste encore beaucoup. Il lui reste quand même 20 cm, comme on disait au début de l'émission, qui vont gagner encore en habitabilité, en taille de coffre surtout. Il va lui rester des motorisations plus puissantes, des 6 cylindres diesel, des V8 essence. Donc on a une voiture qui est encore, au point de vue des caractéristiques globales, vraiment différente de la classe C et qui fait vraiment encore partie du segment supérieur. On est sur un véhicule qui sera aussi encore plus confortable. La classe C a gagné en confort, mais la classe E reste encore plus confortable. Au niveau de l'insonorisation aussi, l'insonorisation est encore meilleure sur la classe E. Donc on a un véhicule qui va garder encore des caractéristiques et un intérêt propre et qui satisfera la clientèle des segments supérieurs. Driss, Aymeric parle de l'insonorisation. Moi, quand j'ai essayé cette classe C, je l'ai trouvé déjà extrêmement bien insonorisée. Bah oui, je voulais rebondir là-dessus. C'est vrai que la voiture est extrêmement bien sonorisée. Surtout, comme je disais, on a un peu tapé dedans. On a voulu la pousser dans ses derniers retranchements. Et donc, on peut à la fois avoir cette conduite sportive et aussi avoir une conduite très coolée, très relaxe. Tu veux dire que la voiture peut rouler jusqu'à 130 km/h ? Sur autoroute, bien entendu. On peut rouler à 130 km/h sur autoroute. Mais voilà, dans les petits virages, comme je disais, on peut se faire plaisir aussi. On peut s'amuser tout en respectant, bien entendu, les limitations de vitesse. L'autre chose, je voulais revenir aussi sur la sécurité. C'est vrai qu'on s'approche de plus en plus de la voiture autonome, donc avec tous les systèmes embarqués. On parlait notamment de l'avertissement pour les distances de sécurité, mais aussi quand vous mettez le régulateur de vitesse, vous pouvez lui indiquer la distance à respecter avec la voiture qui vous précède et vous ne touchez absolument plus aux pédales, vous ne touchez plus à rien, la voiture ralentit automatiquement, elle accélère automatiquement pour garder donc toujours cette distance de sécurité. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une distance qui est non pas calculée en mètres mais en secondes. On fait varier l'écart en temps qui nous sépare du véhicule qui précède. Ce qui vous permet de réagir. En fonction de la vitesse. Et vous avez également donc le système qui vous recale dans votre ligne sur autoroute. Donc tout ça fait que, heureusement qu'on a un système de vigilance pour le coup, parce qu'on serait presque tenté de faire autre chose au volant de la voiture. Reste le prix. Elle démarre à combien cette classe C aujourd'hui ? 33 950 €. 33 950 €. Donc on a quelle version ? Une version essence ? Une version essence. Avec tous les équipements de série dont je parlais, donc vous avez jugé même vous bien équipé. Donc une version essence de 156 chevaux. La version diesel actuellement en 170 chevaux commence à 38 450 et on aura, comme vous le disiez, des motorisations plus petites d'entrée de gamme qui vont arriver dans les mois qui viennent. Est-ce qu'elle passera sous les 33 950 € ou est-ce qu'on restera dans les versions d'entrée de gamme diesel dans cette fourchette-là ? Je peux juste vous indiquer que le prix baissera et la voiture sera toujours plus attractive.
Bien, alors on va rester chez Mercedes, on va parler maintenant du GLA qui est le premier SUV, on va dire compact et haut de gamme de la marque. Mercedes qui était pionnier, Vincent, du SUV avec le ML dans les années, fin des années 80. La GLA, c'est quoi? C'est une classe A baroudeuse ou c'est plus que ça? C'est quand même vraiment une classe A un petit peu montée sur échasse. C'est vrai que quand on compare, on monte dans un Q3, on est un peu moins dans un X1, mais surtout dans un Q3, on est assis haut. On est là dans un GLA, on a une position de conduite de berline. Alors ceux qui aiment bien les berlines seront contents. Ceux qui recherchent justement, qui apprécient chez les SUV la position de conduite surélevée et cette impression de dominer la route, ils sont peut-être un peu moins satisfaits. L'avantage, c'est que du coup, on a un comportement routier qui est très sympa, on a un excellent compromis confort-tenue de route. Donc c'est une berline dans la position de conduite, mais c'est aussi une berline dans la conduite, quoi. Alors on est sur un véhicule qui est compact, pour le coup, 4,42 m de long. L'offre moteur est à peu près identique, je crois, à celle de la classe C, puisqu'on a un diesel 4 cylindres en entrée de gamme de 136 chevaux, c'est ça? Je sais que vous n'êtes pas spécialiste de la GLA, mais... Non, mais à terme, en effet, les offres sont similaires, oui. Enfin, du moins très proches. Et alors Vincent, toi tu as essayé cette voiture, si tu devais trouver le meilleur compromis entre moteur et finition et transmission, qu'est-ce que tu as préféré? J'ai essayé surtout la 220 CDI. Donc le cœur de gamme. Voilà, le cœur de gamme. C'est un moteur qui est un petit peu sonore, en accélération il grogne un petit peu, c'est un peu le problème de ce 4 cylindres diesel souvent chez Mercedes, mais il est très efficace, il consomme pas trop et ça marche déjà bien, surtout que la voiture est quand même pas très lourde, donc ça va bien. La boîte auto est douce et assez réactive, pour peu qu'on bascule avec le mode sport, parce que si on reste en mode éco elle est un petit peu lente, mais dès qu'on bascule en mode sport elle devient très réactive. Mais surtout, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le côté, l'amortissement vraiment très réussi. C'est-à-dire, à la fois, il n'y a pas beaucoup de roulis, et en même temps, il y a une excellente filtration. Donc ça, c'est vrai que les ralentisseurs, typiquement, on ne les sent pas passer, quoi. Driss, le GLA, t'en as pris le volant également, dans différentes motorisations, et alors, des motorisations, on va dire, sages, et des motorisations un peu plus viriles. Oui, on a pu tout essayer. Donc, on était dans le sud de l'Espagne. J'ai essayé le même modèle, donc cœur de gamme. Là, pour le coup, moi, je l'ai essayé un petit peu sur route, mais surtout en off-road pour voir ses capacités. Donc sur les chemins de terre, etc. Donc, on avait un petit parcours qui était bien sympathique. C'était assez impressionnant, hein. Par moments, vous ne voyez que le ciel, hein, parce qu'on est en train de franchir un passage un peu délicat où on met la voiture aussi sur des angles assez impressionnants. Et puis après, on a essayé, c'est vrai, des modèles beaucoup moins sages, forcément. On a notamment eu le droit à la GLA 45 AMG, que tu as essayé d'ailleurs, hein, si je ne m'abuse. Donc également, là, oui. Plus sportif, ça a déjà un look super sympa, ça a une sonorité également. Alors, on la voit à l'image là, hein, c'est un moteur impressionnant parce que c'est un 2 litres turbo mais qui développe quand même 350 chevaux et 450 Nm. 360. Qu'est-ce que j'ai dit, 360, c'est ça. Un 0 à 100 en 4 secondes 8, donc on est plus dans la voiture à papa. Hein. Pas du tout, non. C'est une compacte, mais sérieuse. Et puis si vous voulez vraiment aller sur quelque chose d'encore plus extrême, on a pu essayer la GLA 45 AMG Edition 1, où là, c'est le truc où, au premier coup d'œil, déjà, vous vous rendez compte que c'est pas du tout la voiture à papa, ni à son fils. Hein, là, pour le coup, c'est quelque chose de très agressif dans le look. Bon, on aime ou on n'aime pas. Oui, là, alors voilà, mais même en discutant avec des ingénieurs chez Mercedes, ils reconnaissaient que il y avait une clientèle pour ça. C'était pas forcément ce qu'ils préfèrent, mais il fallait le proposer. Alors, je crois qu'on l'a pas à l'image, mais pour se donner une idée, c'est une voiture avec un énorme aileron à l'arrière. Vincent, je sais pas si tu l'as vu ou conduite, mais ça a une gueule particulière. Non, mais ils ont fait la même chose avec la A45 AMG, donc la classe A AMG, avec les Edition 1, c'est les toutes premières séries des versions AMG, et effectivement sur les modèles compacts, ils se lâchent un peu côté design, ils mettent des gros stripping, des ailerons énormes en rouge.
Donc parce que pour avoir fait le même genre de lancement avec une Edition One sur un CLS, c'est beaucoup plus sage. On est dans quelque chose de... Voilà. Sur les modèles compacts comme ça, on peut se lâcher, on voit bien un peu ce que Benolé a fait avec Mini, voilà, ça part dans tous les sens, il y a toutes les couleurs. Sur les modèles compacts comme ça, disons qu'il y a une marge de la manœuvre plus grande que sur des grandes berlines ou des modèles très luxueux. Donc on est sur une boîte speed shift, donc une boîte automatique avec une consommation assez raisonnable. J'ai noté 9 litres. Driss, en conduite, je sais pas si tu as relevé un peu la moyenne. C'est quoi? C'est à peu près ça. On reste dans le raisonnable ou pas? J'ai plus du tout le souvenir. Je t'avouerai que j'ai plus du tout le souvenir. Je me rappelle de plusieurs choses parce que c'est vrai qu'on essaye tellement de véhicules qu'entre-temps, cela dit. Pour l'avoir essayé moi-même, on peut effectivement tourner dans des consommations tout à fait raisonnables. Il faut rappeler donc 360 chevaux, donc autour de 9 litres au 100. On peut faire aussi beaucoup plus, je le confirme. Conduite, ouais. Voilà, notamment sur ces petites routes de l'Espagne. Là, on a également, Vincent, dès le premier niveau, un équipement assez riche. Alors je vais pas tous les faire, mais on a cet airbag, le SP, un anti-patinage, une clim, détecteur de pluie, phare automatique, etc. C'est la nouvelle tendance chez Mercedes d'en proposer plus tout de suite. Oui, tout à fait. Ouais. Le but, c'est d'avoir de série le maximum d'équipements, de sécurité, de design et de confort, et d'avoir ensuite une stratégie montée en gamme avec des lignes de finition qui apportent de la personnalité à chaque fois, avec un design différenciant à l'intérieur et à l'extérieur, et aussi des équipements de confort. Ces lignes, ayant aussi des équipements de série, permettent de mieux valoriser son véhicule à la revente et d'avoir au final un coût d'utilisation moindre. On va finir par les tarifs. Elle démarre alors elle est un petit peu plus chère qu'une Classe A, cette GLA, elle est même un peu, oui, quand je dis un peu, elle est 3 000 € plus chère qu'une Classe A, elle démarre à 30 400 €. Vincent, ça te paraît un prix qui correspond à l'offre ou c'est trop cher ou... Est-ce que c'est trop cher? Je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la stratégie du SUV, c'est un bon moyen pour les constructeurs d'augmenter les marges, parce que c'est des voitures qui sont très demandées par la clientèle. C'est un segment en pointe aujourd'hui. Oui, et ça coûte pas forcément beaucoup plus cher de faire une déclinaison SUV partant d'une berline. Donc, disons que pour les constructeurs, c'est intéressant, quoi. En gros, on vend une voiture qui est quand même techniquement assez proche, mais on la vend 20, 15, 30% plus cher, quoi. Voilà, donc après, pour comparer avec la concurrence, il faut regarder le niveau d'équipement proposé en entrée de gamme, etc. Donc je crois que le GLA, si ma mémoire est bonne, est plutôt positionné correctement quand on fait donc la comparaison à équipement réel. On va changer de sujet parce que je crois que Laurent Sanson va devoir nous quitter un petit peu plus tôt que la fin de l'émission. On reviendra sur le GLA parce qu'on va parler également d'un autre SUV qui est là et concurrent, qui est le Porsche Macan. Mais on va parler de l'Audi S1. Driss, raison pour laquelle tu es en Corse. Oui, donc oui, l'Audi S1, petite voiture compacte, très nerveuse, très énervée. Je vais le dire, on s'éclate ici sur les routes de Corse avec la S1. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la S1, c'est la version sportive de l'Audi A1. Alors, Driss, on perd ton son, mais on va te retrouver. Laurent, tu es toujours avec nous ? Absolument, tout à fait. Alors Laurent, toi, donc on l'a essayé ensemble, cette ES1. Moi, elle me fait me poser une question forcément et que je vais te poser. Audi a sorti il y a quelques mois de ça une série limitée de son A1 qu'elle a appelée Quattro, la 1 Quattro, avec des performances finalement très proches, à un prix un peu plus élevé. Alors on la voit à l'image, on l'a vu tout à l'heure, là, un Quattro, là on est sur la S1, c'était pour faire un petit rappel stylistique. Comment tu qualifierais cette S1, Laurent, par rapport à la Quattro, dont je vais rappeler rapidement les caractéristiques techniques, 256 chevaux, un 0 à 100 en 5 secondes 7, elle a été présentée, si je dis pas de bêtises, début 2012, et donc version limitée à 333 exemplaires.
Comment je vais la définir? C'est très simple entre cette A1 Quattro qui est effectivement très distinctive, qui est un modèle, on va dire un petit peu vraiment une série limitée et très exclusive, et la S1, on a d'un côté une bête racée, turbulente, qui demande une conduite, je dirais, assez agressive. Et de l'autre côté, avec la S1, on a plus de polyvalence, c'est-à-dire qu'on a toujours affaire à une vraie sportive, une vraie GTI comme on les aime, c'est-à-dire avec du caractère, mais néanmoins qui est beaucoup plus polyvalente, qui permet, comme j'aime bien, qui est une expression que j'aime bien reprendre, qui permet d'aller faire ses courses, mais aussi de faire la course. Alors que la 1 Quattro est beaucoup plus virile, donc c'est deux voitures totalement différentes Voilà, dans l'état Quattro, là, d'esprit. qu'on voit à l'image en même temps que tu parles, Ouais, hein, voilà, tout à fait. continue. Donc qui se démarque bien dans le style, dans le style extérieur, même à l'intérieur. C'est vrai que la S1 est beaucoup plus sage. C'est peut-être un petit peu ce que je vais reprocher à la S1. Alors on est un peu le cul entre deux chaises, mais d'un côté la S1 se démarque peu d'une A1 en finition S-Line finalement, puisqu'on pourrait très bien prendre une A1 TFSI 185 chevaux avec une finition S-Line. On est quand même très proche dans l'aspect visuel extérieur de la S1. Après, il faut vraiment être spécialiste, j'allais dire, pour démarquer les deux voitures. Alors effectivement, il y en a une qui a, comme on le voit sur les différentes images, deux doubles sorties d'échappement, des jantes un petit peu différentes, des disques de frein, un système de frein qui est effectivement plus important. Mais globalement, on est quand même dans une auto dont le look est très proche finalement de la S-Line, donc qui se démarque peu. Alors que la 1 Quattro était vraiment un modèle, comme son nom l'indique, qui dit Quattro, dit en même temps, il y a ce côté clin d'œil aux Audi Quattro des années 80, qui étaient des voitures très expressives par le style, mais expressives également dans la conduite. Et je dirais que la différence se fait essentiellement là, sur le look, mais aussi dans le tempérament du châssis et bien entendu le moteur. Alors, si je devais choisir l'une à l'autre, je dirais que pour une question de polyvalence, il est évident que je partirais plutôt sur la S1 parce que on était ensemble, comme tu le disais, pour l'essayer. Et moi, la S1 m'a complètement bluffé par son niveau de performance, l'efficacité de sa transmission, l'efficacité de son châssis. Le moteur pourrait y avoir 20, 30, 40 chevaux de plus. On pourrait très bien avoir le moteur de la 1 Quattro. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je parle par rapport bien sûr à la clientèle de ce type de voiture qui à mon avis va plutôt faire le bonheur des beaux quartiers plutôt que des circuits et du bitume surchauffé. Alors on est donc là sur un moteur de 2 litres également turbo. Il développe 231 chevaux. Alors il a étonnamment plus de couple que celui de la 1 Quattro, légèrement dessus. Des performances très proches en termes d'accélération. Vincent, on est à 5,88 de 0 à 100 là où la Quattro était à 5,7. En discutant avec pas mal de confrères, et je ne sais pas si toi tu as eu cette impression, il y a un mot qui est revenu assez souvent, c'est que cette S1 était un peu un véhicule de rupture. J'ai envie de dire un peu comme une Lancia Delta intégrale était un véhicule de rupture. Est-ce que c'est quelque chose que tu dirais aussi, toi ? Alors malheureusement, j'ai jamais essayé de lancer Delta intégrale, donc le côté rupture, est-ce que ce véhicule pour toi marque quelque chose dans l'histoire des petites sportives ? Alors, en tout cas chez Audi, c'est clair qu'il y a une vraie évolution. Moi, je constate, il y a quelques années, les Audi sportives étaient très performantes, très efficaces, mais pas vraiment passionnantes. Je vais pas dire qu'on s'ennuyait au volant, mais on s'amusait plus chez d'autres. Depuis, la nouvelle S3 déjà a marqué une évolution vers plus d'agilité, avec un châssis qui enroule plus dans les virages, et là la S1 c'est encore le niveau d'après. Là, moi c'est pareil, j'ai pris un pied extraordinaire sur les routes de Corse. C'est un châssis, on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut avec. On peut rentrer super fort dans un virage, elle pardonnera toujours. Le sous-virage, elle connaît pas. On soulège en appui, elle s'inscrit. C'est un vrai bonheur. C'est vraiment. Bon, faut rouler un peu plus vite que ça sur le circuit par contre pour que ça soit marrant. Bon, alors là, pour tout dire, d'ailleurs, on va les remercier. C'est le circuit Procart de Figueres qui nous a accueillis un petit peu à l'arrache pour faire ces images. Des gens charmants. Si vous y allez, vous pouvez même y aller avec des enfants. C'est ouvert à partir de 7 ans. Donc c'est un petit circuit de kart et le clin d'œil est plutôt intéressant parce que sur un circuit à des battements un petit peu court et pas très large, finalement, Laurent, on s'amuse, hein. On s'amuse beaucoup et c'est pour rebondir sur ce que disait Vincent, effectivement là on a affaire à une auto qui a démontré toute son agilité parce qu'un circuit de karting
C'est fait au départ pour des engins qui font 1m20, 1m30 de large. Là, on est arrivé quand même avec une petite boule de nerf. On a tourné, puisqu'on s'est permis de mettre un chronomètre et de prendre quelques chronos pour finir la journée. On a tourné dans les temps d'un karting 250, puisque j'y suis retourné le lendemain, moi, faire un petit peu de kart, et j'ai fait exactement les mêmes chronos avec un 250 qui avait des vrais pneus racing et non pas des pneus de loc. Donc moi j'ai vraiment été bluffé par l'agilité de la voiture, par la façon de la placer et le circuit de Figari que je connais bien, puisque c'est aussi pour ça qu'on s'y est retourné. J'avais eu l'occasion de rouler dessus avec la RS3 Sportback, qui n'est pas du tout la même chose, qui était bien plus violente et bien plus agressive, et j'ai tourné plus vite avec la S1, alors que j'ai un delta de plus de 100 chevaux. Donc tout ça grâce à l'agilité de la voiture. Alors même si la voiture a tendance à marquer un petit peu les appuis, à avoir un petit peu de verticalité et un petit peu de roulis prononcé, ce qui lui permet de garder du confort. Néanmoins, c'est d'une telle efficacité que moi j'ai été bluffé, et surtout dans tous les passages serrés. Je pense qu'Alexandre, c'est le sentiment que tu as eu au volant en étant sur ce petit circuit, Oui, et qui a été vraiment, j'allais dire, assez révélateur du comportement de la voiture. Et effectivement, même si j'ai pas la prétention de pouvoir juger aussi bien que toi de la sportivité d'une voiture, mais ce qui est clair, et je pense que tu es d'accord, elle n'usurpe pas on va dire son blason sportif. Ah, complètement. Je crois que le S symbolise parfaitement la notion de sport. Et là, vraiment, elle le démontre. Alors, j'ai eu la chance de conduire la 1, alors bien sûr la 1 Quattro, mais aussi de conduire les versions courses que développe Audi, qui sont des versions très proches de la série, mais dont on va retrouver la rigidité de caisse, qui sont les A1, donc un 4 TFSI qui roule en Audi Endurance Experience. Dont on a déjà parlé dans cette émission. Je vous renvoie à l'émission 3, 4 ou 5, je sais plus. Petite parenthèse fermée. Et donc j'ai eu la chance de faire deux, trois courses même avec ces voitures-là, dont les 24 heures au Paul Ricard. Et j'ai retrouvé la rigidité de la caisse, la vivacité, la précision du guidage de la voiture de course. Donc, ce qui démontre le travail qui a été fait sur cette S1, qui, même si dans son apparence reste une A1, on sent qu'il y a eu un vrai travail en profondeur, surtout sur le bloc avant. Et puis, ce que j'aime bien dans cette petite auto, c'est que, Vincent le précisait, on se fait vraiment plaisir, on peut se lâcher, on peut rentrer sur les freins, on peut freiner du pied gauche. Alors sur le circuit de kart, c'était pas forcément très évident, mais sur les routes sinueuses et les lacets qui montent dans la forêt de l'Ospedale au-dessus de Porto Vecchio, le cadre de nos essais, c'est vrai que j'ai apprécié de pouvoir rentrer dans ces courbes en plaçant la voiture sur les freins, en tassant bien l'avant, en laissant l'arrière guider. L'arrière est très mobile, donc l'auto est joueuse. On peut vraiment rentrer en glisse, et les 4 roues motrices sont toujours là pour nous remettre dans le droit chemin. Il suffit juste ensuite de travailler sur l'appui, sur le couple de la voiture, et la transmission charge du reste. Donc c'est que du bonheur. Et c'est encore une des différences avec la 1 Quattro, c'est que là où la 1 Quattro est beaucoup plus radicale dans son exploitation moteur, la S1 propose énormément de souplesse, là où on aurait tendance à rentrer un deuxième rapport pour pouvoir finir, j'allais dire, son freinage et se dire qu'on va avoir besoin de chevaux pour ressortir. Là, il n'y a pas besoin, on tape dans les freins, on place la voiture au frein, on reste sur un rapport intermédiaire, et le couple fait toute la différence en sortie, et c'est vraiment une auto qui m'a bluffé par cette efficacité-là. C'est sa facilité de conduite et surtout sa souplesse d'utilisation, ce qui fait que, encore une fois, je me répète, on peut aller faire ses courses, mais on peut aussi faire la course avec. Et le niveau de performance est très élevé. Et pour en trouver les limites, faut vraiment envoyer très très fort. Alors nous, c'est un petit peu notre métier, donc on peut le faire. Je ne le recommande pas à tout le monde, ou alors de le faire en toute tranquillité sur un circuit encadré. Mais néanmoins, c'est une voiture dans laquelle on a pris beaucoup de plaisir. Et on est loin de ce comportement très aseptisé qu'on pouvait connaître des Audi entre guillemets sportives. Là, on a une vraie GTI complètement survoltée, et même si dans ses caractéristiques techniques, on en est loin, puisqu'elle a 4 roues motrices, un moteur de litre turbo, donc est un moteur beaucoup plus plein, beaucoup plus coupleux. C'est une voiture qui me fait beaucoup penser, dans son tempérament, dans son côté un peu joué, à la Ford Fiesta ST, qui pour moi était la petite GTI référence de l'année 2013, devant la 208 GTI et la Clio RS. On retrouve ce tempérament très joueur.
d'une voiture qui permet vraiment de se faire plaisir. Ce qui n'était pas le cas de la 208 GTI et de la Clio RS. Voilà pour mon sentiment global. Merci pour ton enthousiasme et ton expertise. Laurent, je vais te libérer parce que je sais que le devoir t'appelle. Driss, est-ce que tu as freiné du pied gauche? À très bientôt. J'ai peut-être pas freiné du pied gauche, mais c'est vrai que je rejoins mes confrères là-dessus. Déjà, il y a un consensus. Tous les journalistes qui sont ici sont complètement... Tout le monde est emballé avec cette voiture. Et la chose sur laquelle je voulais revenir, c'est sur ce couple, justement. C'est vrai qu'on a un gros couple. Et là, dans les routes de Corse, effectivement, on peut rester à la limite, on reste en troisième, et on peut pratiquement tout faire en troisième. On peut tout faire je confirme, on peut tout faire en troisième, quasiment même repartir depuis l'arrêt. Voilà, et c'est vraiment extrêmement agréable d'avoir ce couple. Quand on a besoin d'effectuer un dépassement, il est disponible à partir de 1500 ou 1600 tours, je crois. Donc, voilà, on peut rouler tranquillement et on n'a pas besoin de tomber un rapport pour faire un dépassement. Donc ça, c'est quand même vraiment très, 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 très agréable. Et puis, ce côté joueur de la voiture, il y a aussi, ne serait-ce que quand on met le contact, la sonorité également qui n'est pas trop agressive pour le coup, parce que c'est vrai que ça peut devenir saoulant à terme. Enfin, moi, c'est ce que je ressens parfois. Et là, pour le coup, c'est encore une fois, la sonorité a été bien travaillée. C'est quelque chose de très agréable. Donc, c'est vraiment une voiture joueuse, une voiture aussi confortable. On peut... Au jour le jour, moi je me vois très bien avoir ce type de je vois Vincent qui acquiesce. Moi aussi je me vois bien avec cette voiture-là, c'est clair. Alors, au quotidien. Il y a une chose sur laquelle Audi s'est presque surprise elle-même, parce que je me souviens, je crois que c'était au salon de Genève, quand on interrogeait Audi sur le prix de ce véhicule qui allait sortir. Il savait pas trop nous dire encore. Le service de presse en France c'était un peu fourvoyé, mais de bonne foi, en disant le prix commencera par un 4. Et alors je rappelle que la Quattro dont on parlait tout à l'heure était vendue 50 000 €. Et là, Vincent, on a un prix en France qui est de 33 900 €. Ouais, en facial, elle est plutôt bien placée. Après... c'est vrai, comme on le disait, la présentation extérieure et intérieure est assez sage. Alors il y a des kits pour la personnaliser un peu. Voilà, typiquement la console centrale habillée de jaune, c'est là on est dans la version Sportback, voilà. Une version Sportback un peu habillée avec le pack Quattro intérieur. Alors ça, c'est très sympa, ces personnalisations là, ça fait très envie. Mais moi je me suis amusé parce que vraiment cette voiture, je suis tombé amoureux d'elle. Donc je vais même aller sur le configurateur pour voir un peu, et je lui ai fait une petite configuration en Sportback comme ça, avec justement le pack Quattro pour qu'elle ait une petite bouille mignonne et tout, sans non plus trop charger. J'ai déjà plus de 40 000. Donc en fait, ils sont pas tant fourvoyés que ça. Disons, si on veut vraiment la jolie, avec le bon équipement qui va bien, comme on l'a sur les photos, c'est plutôt 40 000 que 33 000 quoi. Driss, t'as essayé quelle version? Une version un peu personnalisée, une version 3 portes, une version 5 portes, laquelle tu préfères? Alors moi j'ai essayé la S1 et la Sportback en 5 portes. Il y a une chose où Audi a un peu le même discours que Mercedes, c'est au niveau de l'équipement de série. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Donc voilà, l'équipement de série est quand même... On peut se contenter quand même de l'équipement de série, à moins que vraiment on veuille effectivement personnaliser la voiture et avoir quelque chose d'un peu plus sexy. Donc à ce niveau-là, à choisir la 5 ou 3 portes, moi je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, donc je partirais sur la 3 portes, forcément. Mais quelqu'un comme toi qui a des enfants, mais qui a aussi envie de se faire plaisir une fois qu'il les a déposés à l'école, c'est vrai que la Sportback est intéressante, d'autant plus que l'habitabilité est plutôt bonne. C'est le coffre qui est un peu limité. On va pas partir à 4 en vacances. C'est un peu ça. C'est ce qui me fait hésiter avec une RS6, pour être honnête. Voilà, c'est peut-être la seule limitation. Ou une classe AMG, soyons pas sectaires. Sinon, l'habitabilité est plutôt bonne, y compris à l'arrière. On a des places pour quelqu'un qui fait jusqu'à 1m80 environ, ça va à peu près à l'arrière. On n'est pas non plus trop engoncé. Donc voilà, non, c'est vraiment un bon compromis. On va changer de sujet parce que Vincent est aussi là pour ça et on a dit qu'on en parlerait. C'est un véhicule important qui arrive chez Porsche, puisque si Mercedes sort son premier SUV compact, c'est également le cas de Porsche avec le Macan, Vincent, que tu as pu essayer. Alors moi je l'ai pas essayé personnellement. Macan, ça veut dire tigre en indonésien. Et il y a une question qu'on se pose tous quand une nouvelle Porsche sort et qu'elle ressemble pas à une 911, c'est est-ce que c'est vraiment une Porsche? Oui.
Oui. La réponse est claire et nette, il n'y a pas de doute, c'est une vraie Porsche. Déjà il y a des moteurs quand même costauds, hein, ça démarre, la petite version entre guillemets fait déjà 340 chevaux, on est sur son diesel d'ailleurs, ça, pour le coup le diesel c'est peut-être un peu moins Porsche, mais en tout cas la puissance est là, mais surtout ce qui m'a ébloui sur cette voiture c'est son châssis quoi. Il y a vraiment il y a un savoir-faire de Porsche en termes de liaison au sol qui est très impressionnant. Et elle est très agile, très efficace et en même temps étonnamment confortable. Je sais que moi j'avais une version j'avais même pas la suspension pneumatique pourtant, j'avais les suspensions classiques avec juste les amortisseurs pilotés, mais il y a déjà un confort assez étonnant pour une voiture comme ça. En plus on l'a essayé sur les routes du Maroc, bon, le réseau routier marocain étant ce qu'il est, c'était un très bon test en termes d'amortissement, franchement parfait. Et puis, alors c'est marrant parce que c'est quand même une plateforme d'Audi Q5, hein, mais que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il n'y a rien à voir, quoi. Hein. Alors, l'extérieur, il y a un internaute qui nous demande pourquoi le Macan est-il si moche ? C'est ton avis ou est-ce qu'il est... Comment tu qualifierais son design ? Alors d'abord, on dit pas c'est moche, on dit j'aime pas. Alors voilà pour le grand bobot, on voit l'image, on dit j'aime pas. La prochaine. Non, mais c'est vrai que bon, c'est une question un peu provocatrice, mais on voit bien. Moi, c'est sûr que bon, ils ont vraiment pris un Cayenne, ils l'ont un peu rétréci, ils ont mis des phares arrière étirés, et voilà, ça fait un Macan. Moi, à la limite, ce que je leur reproche, c'est le style, on n'aime pas, mais il y a un peu une espèce de stagnation. Il n'y a pas d'évolution du style des SUV Porsche. Depuis le premier Cayenne, il reste, on fait quelque chose qui ressemble un peu à une 911 de l'avant, mais hop, on la remonte de 50 cm et ça fait un 4x4, quoi. Donc moi je trouve que ça manque un peu d'inspiration. Maintenant, bon, personnellement, je trouve que ça a quand même une bonne bouille, quoi. Ça a le look agressif qu'on attend d'une Porsche. Voilà, puis vraiment à l'intérieur, quand on monte dedans, on a bien son contour central, on a un beau volant qui vient de la 918 Spider, donc c'est quand même il y a des différences même dans les optiques à la 918 aussi. Hein, oui, absolument. Puis on a la console centrale avec les boutons, on est à l'intérieur, c'est comme dans une 911. Hein. Presque trop de boutons, moi j'ai envie de dire quand je vois, mais ça c'est un autre débat. Elle sort en 3 motorisations en France, c'est ça pour commencer ? Ouais, c'est 3 V6, un diesel et 2 essences. Alors j'ai vu que donc il y a la Macan S diesel avec un V6 turbo diesel de 3 litres. Il y a la Macan Turbo qui est la version haut de gamme avec un V6 biturbo de 400 chevaux. Au salon de Pékin, Porsche a annoncé un 4 cylindres sur cette voiture. Ouais, alors a priori il ne sera pas vendu en Europe, a priori il sera destiné au marché chinois qui apparemment est assez demandeur de plus petits moteurs, essence en particulier. C'est pour des raisons de normes anti-pollution où tu crois, ou c'est pour répondre pour offrir un tarif d'accès un peu plus... Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je crois que les réglementations en termes de CO2 en Chine sont devenues de plus en plus sévères, donc il y a un vrai intérêt à offrir comme ça une version avec un petit 4 cylindres qui est un moteur Audi en fait, hein, c'est le moteur 2 litres turbo Audi qu'on trouve déjà dans la gamme. Donc je crois qu'il y a à la fois effectivement le côté ça fait un prix d'appel encore un peu plus intéressant, et puis c'est fiscalement intéressant. Voilà, donc le Porsche Macan qui démarre autour de 60 000 €. Il me reste une petite minute donc pour remercier nos invités. Aymeric Chansac, merci d'être venu nous voir. Merci Vincent, tu reviens quand tu veux. Avec également. plaisir. Dans le Nord, Laurent Sanson qui est parti et qu'on remercie pour son enthousiasme. Driss en Corse. Driss, on se retrouve dans 15 jours en studio ? Peut-être pas en studio, non, il y aura encore du neuf, donc je serai encore en vadrouille, mais il y aura plein de choses à vous raconter. On verra ça. Je remercie également en régie l'homme à 4 mains, Benjamin Vincent. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les podcasts et le site watch.tv pour voir toutes les émissions du garage. À très vite, au revoir.